différents enjeux liés à la transition énergétique. Il y a des défis de compétitivité, d'innovation, de transition numérique également. Et il est essentiel pour ce faire de pouvoir mobiliser les ressources financières qui soient adaptées et diversifiées pour soutenir cette transformation. Les mécanismes traditionnels de financement ne suffisent plus à eux seuls, même s'ils sont importants. Il faut désormais intégrer des solutions innovantes, agiles et complémentaires, capables d'accompagner les entreprises industrielles à chaque étape de leur croissance. Au cours de ce panel, nous allons explorer plusieurs leviers financiers traditionnels ou alternatifs, tout en mettant en lumière l'importance de l'innovation et de la digitalisation dans le processus d'industrialisation. Je propose d'accueillir tout de suite nos chers panélistes qui vont nous accompagner tout au long de ces échanges. J'ai nommé dans un premier temps M. Tawfiq Fennish, directeur général de Valoris, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements. Si Badr Ali CEO de Sterling Capital et directeur de la commission de financement et d'investissement de la CGEM. Si Rachid Zraq, directeur d'investissement Data Investment Fund. Monsieur Naufel Fessiferi, directeur délégué en charge de 212 Founders à CDG Invest. Et si Mohamed Karim Shraibi, directeur exécutif responsable de la région Souss-Massa chez Tijari Wafa Bank. Bienvenue, messieurs. Installez-vous, je vous en prie. Et on va démarrer tout de suite avec vous, si Fennish, en tant que banque d'affaires, peut-être un topo global sur notamment la place et le rôle du marché pour accompagner cette vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en termes de développement industriel, en particulier dans cette région Souss-Massa. Oui, bonjour. Effectivement, la volonté de Sa Majesté le roi Mohamed VI Lansro, c'est... Alors, effectivement, pour accompagner la vision royale de Sa Majesté le roi Lansro, il faut mobiliser un certain nombre de ressources et des ressources stables, des ressources à long terme. Et aujourd'hui, jusqu'à dernièrement, seules les ressources bancaires qui ont permis d'accompagner le circuit industriel marocain et le secteur industriel marocain. Mais ce secteur bancaire, à lui seul, n'est pas suffisant pour les accompagner d'une manière flexible et d'une manière, je dirais, intelligente. Donc aujourd'hui, les marchés financiers marocains présentent un certain nombre d'outils et de modes de financement qui sont beaucoup plus flexibles et beaucoup plus intéressants et qui sont adaptés au secteur industriel marocain. Parmi ces outils, on trouve bien sûr la Bourse de Casablanca, qui est un outil en excellence, et également tout ce qui est fonds private equity. Ces deux premiers instruments constituent ce qu'on appelle les financements en equity, c'est-à-dire le haut de bilan, et qui sont des financements stables et qui permettent d'améliorer les bilans et les comptes des entreprises. En parallèle, on trouve tous les outils de marché de dette, en l'occurrence le marché obligataire et le marché alternatif. Donc, l'ensemble de ces outils constituent un mode de financement intéressant qui sont aujourd'hui disponibles et qui sont aujourd'hui capables d'accompagner le secteur industriel marocain dans sa globalité. Badr Ali, on voit que les outils existent et qu'il y a une vraie nécessité. On verra peut-être sur les financements traditionnels avec Tijari Wafa Bank tout à l'heure, mais là au niveau des outils alternatifs. Ceci étant dit, quels sont les freins qu'il faut lever pour que ces différents outils puissent jouer tout leur rôle et avoir tous leurs effets dans le financement industriel? D'abord, merci Siwadi pour l'invitation. C'est une question difficile, donc je vais essayer de répondre de manière assez directe. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on a un appétit assez particulier pour l'investissement industriel. Si on revient il y a 21, 22 ans, moi, quand j'ai commencé ma carrière, l'industrie, c'était un peu la mauvaise affaire.
C'est très, très difficile de trouver des acteurs qui veulent faire appel. Bien sûr, je ne parle pas de l'industrie lourde, de ciment, etc. Je parle de la PME, je parle de l'innovation, puisqu'il s'agit ici de sujets d'innovation. L'investissement dans l'industrie était quelque chose de très, très, très compliqué. Les banques sortaient d'une décennie assez compliquée dans l'industrie, dans les années 90. Il y avait le début du boom immobilier, donc qui attirait pas mal de capitaux. Donc on a tous connu des industriels qui se sont convertis dans l'immobilier. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que les marchés des capitaux et les marchés de financement ont besoin d'appétit d'investissement pour pouvoir... le financement, malheureusement, ne se décrète pas. Le financement, l'argent suit le profit, suit l'intérêt. Et donc, à l'époque, les choses étaient assez compliquées. Et donc, on n'a pas eu de développement assez important de financement proprement pour l'industrie. Ce qui s'est passé la décennie d'après était assez impressionnant sur certains secteurs, parce que tu as parlé tout à l'heure d'accélération industrielle. Donc on a eu des secteurs qui ont bien fonctionné, et donc ça a commencé à attirer des flux de capitaux, en tout cas de l'intérêt de la part d'investisseurs sur le sujet industriel. Aujourd'hui, on est en train de voir, donc on a eu deux chocs. On a eu le choc du Covid dans les années 2020, donc qui a reconfiguré les chaînes de valeur. Et aujourd'hui, on est en train de vivre un choc certains parlent de déglobalisation, en tout cas de fragmentation, de retour en arrière, où les chaînes de valeur industrielles sont en train d'être reconfigurées. Et donc, le Maroc, comme dans d'autres pays, comme l'Inde, comme le Mexique, etc., sont en train de constituer un intérêt clair et net pour le financement, soit étranger ou national. Sauf que, effectivement, mon ami Tchofek a parlé de pas mal de choses existantes, mais en même temps, on n'a pas vu des choses proprement dites liées à l'industrie. Aujourd'hui, d'ailleurs, je ne veux pas anticiper sur ce que va dire Naufel, mais on a vu des choses se mettre en place plus pour la technologie, plus la tech, que plutôt pour l'industrie en elle-même. Et donc, pour répondre à ta question en premier lieu, le principal frein, c'est qu'on est un petit peu en retard sur l'allocation de capitaux sur l'industrie. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui concerne les marchés et la demande. En ce qui concerne le public, l'État intervient à 3 niveaux. Soit il subventionne, soit il garantit, soit il investit. D'accord ? C'est les trois manières d'intervenir. La vérité, aujourd'hui, sur la partie gouvernement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Sur la partie garantie, donc Team Wilcom font un travail assez extraordinaire, je trouve. Donc moi, aujourd'hui, ici, je suis en tant que CGEM. Et la CGEM travaille beaucoup pour apporter son feedback aux différentes initiatives, aux différents produits qui sont lancés, parce que les différentes initiatives du gouvernement ont besoin de feedback pour corriger le tir à chaque fois. Donc on travaille, et donc j'ai eu le plaisir de voir un certain nombre de choses qui sont faites. Je trouve que c'est assez intéressant. En termes d'investissement direct, vous avez tout ce qui est, bien sûr, plateforme industrielle, zone, MedZ, etc., ce genre de choses qui sont finalement des fonds de l'État qui sont là pour financer la partie industrielle. Moi, tout ce que je peux espérer, c'est que les choses se fassent assez rapidement, de manière à profiter un peu du changement de paradigme qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On a bien capturé on a bien su capturer la tendance sur l'automobile et sur l'aéronautique. Aujourd'hui, on est en train de voir le ferroviaire qui est en train de prendre sa partie industrielle.
Donc j'espère qu'on aura les outils nécessaires pour capter les trends sur d'autres secteurs. Alors d'autres secteurs, justement, et un secteur qui est particulièrement stratégique ici dans la région Souss-Massas, celui de l'agro-industrie. Est-ce qu'il y a certaines spécificités à mettre en relief, Rachid Azraq, je rappelle, vous êtes directeur d'investissement d'Atar Investment Fund, et particulièrement sensible à ce secteur en particulier. Bonjour Siwadi, bonjour chers panélistes, bonjour chère assistance. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier le Centre régional d'investissement Souss-Massa et Industrie du Maroc pour l'organisation de ce forum. Peut-être avant de répondre à votre question, j'aimerais donner quelques chiffres juste pour situer un petit peu le secteur agro-industriel dans le paysage industriel global. Aujourd'hui, l'agro-industrie, c'est 25% du PIB industriel. C'est un volume d'activité qui dépasse les 180 milliards de dirhams et un volume d'export qui avoisine les 50 milliards de dirhams. Alors, ces chiffres et ces données, c'est pour montrer le poids significatif et la dimension importante qu'a ce pilier dans l'industrie marocaine. Mais bien sûr, comme tout secteur, il y a des fragilités, notamment le déficit en termes de transformation. Comme vous devriez le savoir, au Maroc, on ne transforme pas assez. On a moins de 10% de la production agricole qui est transformée localement. Pour un pays qui produit beaucoup de denrées alimentaires, on exporte énormément et pour nos besoins de consommation interne, on est obligé d'importer. Lorsqu'on importe, déjà on paye le prix fort, on dégrade la balance commerciale et on ne capte pas la valeur ajoutée qui reste dans les pays transformateurs. Donc, face à cette situation, et je vais donner un exemple qui est frappant et qui nous parle à nous tous, c'est celui de la tomate. On est 3e ou 4e exportateur mondial, mais pour nos besoins, on importe la sauce tomate, la purée de tomate, du concentré de tomate. Et cet exemple, on peut le dupliquer sur beaucoup de produits et dans pas mal de pays africains. Moi, j'ai l'occasion d'intervenir en Afrique, par exemple en Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao. La quasi-majorité est exportée parce que le pays ne dispose pas d'unités de transformation. C'est envoyé en Europe principalement et on n'est pas sur des niveaux de transformation très développés ou des technologies hyper sophistiquées. On est vraiment sur la première phase de transformation. C'est juste le broyage. Au Sénégal, on a le même constat. L'anacarde, l'arachide sont envoyés en Inde et au Vietnam pour être transformés et revenir sur les marchés africains pour être commercialisés. Les exemples, ce n'est pas ce qui manque. On parlait hier d'Argan aussi. Hier d'Argan, effectivement. Donc les exemples, ce n'est pas ce qui manque, mais le constat est le même. Peu de transformation, faute d'un tissu agro-industriel suffisamment performant. Et quand on parle du tissu agro-industriel, aujourd'hui, on a heureusement des multinationales qui sont installées, qui assurent une bonne partie de la production agro-industrielle. On a les champions nationaux qui contribuent à cette production-là. Mais 90% du tissu agro-industriel est fragmenté. On parle de TPE et de PME. On manque de mécanisation, avec un manque de technologie et d'installation moderne, et avec un manque de certification. Donc, ils ne peuvent pas concurrencer les produits importés et ils ne peuvent pas aller chercher de nouveaux marchés. Donc, si on rajoute à tout ça les chaînes de valeur qui ne sont pas suffisamment intégrées, et quand je parle d'intégration, c'est l'intégration verticale, parce que dans le processus industriel, on n'arrive pas à capter une bonne partie de la chaîne de valeur, et du coup, on a des déperditions de valeur ajoutée. Et le dernier point, c'est un point qu'on connaît depuis longtemps, c'est l'accès difficile au financement. Aujourd'hui, les entreprises marocaines n'arrivent pas à se développer rapidement, n'arrivent pas à exécuter leur plan de croissance parce qu'elles sont sous-capitalisées. Elles manquent de structuration et ne disposent pas des garanties suffisantes pour pouvoir justement délever des financements externes. Alors comment on fait ? Alors, comment on fait ? Je me permets de parler au nom des fonds d'investissement dont je fais partie. Et du coup, l'idée, c'est d'accélérer en fait l'industrie à travers des apports de capitaux. Aujourd'hui, les fonds d'investissement apportent un capital, apportent un financement, mais doivent également apporter tout un accompagnement extra-financier, je dirais. C'est-à-dire
mettre à la disposition de leurs entreprises tout le réseau et leur écosystème, surtout lorsqu'ils appartiennent à des, on va dire, à des structures qui sont plus grandes, plus larges et plus diversifiées, et surtout chercher à créer des synergies intra-portefeuille et inter-portefeuille. Aujourd'hui, la présence d'un fonds d'investissement dans le tour de table, ça va permettre déjà d'améliorer le profil de risque des sociétés pour leur permettre d'aller chercher de nouvelles lignes, on va dire, de crédit. Et surtout, ça va apporter une confiance supplémentaire pour aller chercher des financements auprès d'autres bailleurs de fonds externes. Ce que je pourrais ajouter, c'est qu'il y a d'autres moyens d'accompagner ces entreprises-là. Et je donnerai l'exemple de l'assistance technique. Aujourd'hui, il y a certaines organisations internationales, des institutions de développement et des bailleurs de fonds qui ont des programmes d'assistance technique. Et quand on parle d'assistance technique, c'est-à-dire un package de services non financiers qui sont mis à la disposition de ces entreprises. Ça peut prendre la forme d'une subvention, ça peut prendre la forme, par exemple, d'un financement à un taux préférentiel lorsqu'il y a un projet qui va intégrer des dimensions d'énergie renouvelable. Ça peut être également la mise à disposition d'un expert qui va venir, qui va accompagner la société pour un besoin industriel, technologique ou autre, et surtout pour la certification de ces entreprises-là pour justement aller chercher d'autres marchés. Donc non seulement la dimension financement, mais également la dimension accompagnement technique. Ça, c'est pour le secteur agro-industriel. On va aller dans un autre univers qui est celui des startups, en particulier les startups industrielles. De votre côté, Naufel Fassifehri, comment est-ce qu'on peut justement favoriser l'émergence de startups industrielles avec quel levier, notamment financier, pour leur permettre de se déployer et de renforcer ainsi la dimension à la fois innovante mais également productive dans la région Souss-Massa? Tout d'abord, merci Wadier et merci aux organisateurs pour l'invitation. Aujourd'hui, l'industrialisation au Maroc vit une nouvelle étape. Nous ne sommes plus dans la logique du foncier, de la main-d'œuvre et de l'export, mais aujourd'hui, ce qui est clé aussi comme moteur, c'est l'innovation en soi. Et donc aujourd'hui, l'agilité, l'intégration de nouveaux talents, notamment des entrepreneurs issus du monde des startups, sont la clé pour une accélération industrielle. Et c'est dans ce contexte que le 212 Founders aujourd'hui agit comme un catalyseur pour faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs qui sont capables de répondre aux défis industriels. Si je prends un petit exemple rapide, aujourd'hui, un industriel peut perdre 10 à 20% d'efficacité logistique simplement à cause d'une mauvaise planification. Et c'est dans ce cadre, par exemple, qu'une start-up nommée Freterium, qui est accompagnée par le 212 Founders, apporte une solution tech qui permet d'optimiser les flux et avoir un impact immédiat sur les marges et sur la durabilité. Donc aujourd'hui, c'est ce que le 212 fait. On accompagne des startups qui répondent à des défis industriels. À date, depuis le lancement du programme par CDG Invest en 2019, nous avons accompagné 135 startups, investi 24 d'entre elles, réalisé 2 exits. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'aujourd'hui, ces startups ou ces jeunes entreprises technologiques innovantes, en fait, elles renforcent la compétitivité des industriels sur plusieurs plans. Comme disait tout à l'heure Badr, en fait, c'est l'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée, la digitalisation des fonctions support, tout ce qui est RH, finance, maintenance, et également l'amélioration du bien-être et de la productivité des collaborateurs. Donc aujourd'hui, des offres, des fonds d'investissement, comme disait mon collègue tout à l'heure, aujourd'hui, on apporte du financement, mais également de l'accompagnement stratégique à ces startups à travers notre réseau, donc leur ouvrir toutes les portes nécessaires pour qu'elles puissent non seulement accélérer leur croissance, mais accélérer aussi de leurs partenaires. Le financement, vous apportez du financement traditionnel ou c'est aussi du financement innovant pour rester dans la dimension innovation que vous soulignez? Non, évidemment, en fait, c'est du capital risque. Donc, on prend beaucoup plus de risques parce que c'est du VC, comme on l'appelle aujourd'hui. Ce n'est pas du PI classique. Donc, on dérisque énormément en investissant avec des termes
qui sont très différents par rapport à l'investissement classique, même en termes d'études de marché et de dossiers. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de prendre plus de risques. Et on espère que le retour est aussi beaucoup plus important plus tard. Le financement plus classique, plus traditionnel, notamment à travers le témoignage de Tijari Wafa Bank via Si Mohamed Karim Shraibi, vous êtes directeur exécutif responsable de la région Souss-Massa. Est-ce qu'il a encore de beaux jours devant lui au regard, des alternatives de financement qu'on vient d'évoquer, et deux, des spécificités, des contraintes de plus en plus aiguës dans le secteur industriel? Bonjour, merci Siwadia et merci aux organisateurs pour l'invitation. D'abord, le groupe Tijari Wafa Bank, il opère également sur la partie en tant que banque d'affaires et marché des capitaux, mais là, je reste sur le volet de la banque commerciale et la banque un peu classique. Nous, d'abord, par rapport à la région Souss-Massa, qui est objet aujourd'hui de la discussion, le groupe Tijari Wafa Bank reste très convaincu du potentiel et très encouragé à continuer à accompagner le secteur. Donc, depuis hier, pour les gens qui ont suivi le panel d'hier et donc sur toutes les potentialités, la richesse et la diversité des secteurs d'activité qui sont présents, le secteur de la pêche, la valorisation des produits halieutiques, le secteur de l'agriculture. La région reste premier producteur au niveau des légumes et des agrumes, l'agro-industrie, le tourisme. Et puis aussi un point important à souligner, et ça a été discuté dans le panel d'hier, c'est important, c'est le maillage un peu des zones industrielles qui sont en train de se mettre, qui sont déjà en place et en train de prendre de l'importance. Donc tout ça, c'est accompagné, rajoutant à cela la ressource humaine que dispose, parce que c'est quand même le volet humain, il est très important, dont dispose la région et continue à produire. On a une infrastructure pédagogique qui est quand même très, très importante au niveau de la région. Je pense que dans le prochain panel, on va voir ça plus précisément et vous allez le constater vous-même. Et je rajoute aussi une chose, c'est la volonté, la volonté locale des décideurs au niveau de la région. Nous sentons une combativité, une forte volonté pour développer le secteur industriel. Donc tout ça, pour la banque, c'est très rassurant pour l'encourager à accompagner le secteur industriel. Alors, dire comment peut-être on l'accompagne, tout simplement, une très forte proximité, c'est quand même important, proximité à travers le réseau. Vous savez, pour être proche, il faut être sur le terrain, donc le réseau d'agences et de centres d'affaires. Hein, et aussi, chez nous, on a les centres d'Al-Moqawil qui sont dédiés à la TPE. La TPE, je ne vous apprends rien, qui représente l'essentiel du tissu économique national. Donc, ils sont également concernés par aussi le secteur industriel. Donc, mais ce qu'on apporte également et ce qu'on peut apporter, c'est de pouvoir être l'intermédiaire et de faire montrer les opportunités qu'offre aujourd'hui le pouvoir public à travers tous les mécanismes. Donc aujourd'hui, on fait profiter, et nous mobilisons un large réseau de partenaires tels que Tiamwilcom, tels que le Fonds Mohamed VI pour l'investissement, tels que Mao PME, tels que l'AMDIE, la SMIT. Donc nous font profiter également tous les opérateurs de ces mécanismes qui les aident à se développer. Donc nous restons très convaincus du potentiel industriel de la région. Comme l'évoquait Si Shraibi, Si Aliwa, l'investissement et l'implication des pouvoirs publics est fondamentale dans une démarche d'investissement et d'accompagnement financier. Quel rôle jouent les uns et les autres et qu'est-ce que vous attendez, notamment du secteur public, pour qu'il vous facilite la tâche par rapport aux différents leviers de financement que vous pouvez activer ou dont vous avez besoin pour le développement industriel dans une région comme Souss-Massa? Oui, alors effectivement, mon ami Karim a parlé
d'un exemple qui est Tim Willcom. Tim Willcom est un cas très intéressant parce que lorsque la CGEM donc rend son feedback sur les différentes initiatives que fait le gouvernement pour le financement de l'industrie, souvent, une des problématiques qui ressort le plus et qu'on a remonté le plus souvent, c'est la gestion administrative et la gestion, la prise en charge du flux et de traitement des dossiers. Les banques, nous avons la chance d'avoir des banques de la place dans Tijari Wafa Bank qui ont une capillarité et qui ont une zone de couverture de la clientèle et qui ont une capacité de gestion des clients que Tim Willcom a su en profiter. C'est-à-dire le partenariat aujourd'hui, un des produits qui marche le plus, c'est tous les produits de garantie ou de subvention, mais gérés à travers les réseaux bancaires. Lorsqu'on prend d'autres sujets qui ont été gérés à titre centralisé, même si les produits sont peut-être mieux conçus, ils ont beaucoup moins réussi dans les faits, dans les chiffres. Je n'ai pas les chiffres avec moi, mais Karim peut l'attester. L'État, quand il conçoit des initiatives de financement au profit de la PME et au profit de la TPE, ça ne fonctionne vraiment que lorsque on a des industries de la distribution qui travaillent sur ça, que sont les banques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième levier de partenariat avec l'État, entre le secteur privé et l'État, c'est en amont, c'est au niveau de la conception. Donc on a aussi la vérité, la chance d'avoir le plus souvent, on va dire, c'est pas toujours le cas, mais le plus souvent, que la majorité des initiatives sont conçues en discussion avec le secteur privé. Et ça, c'est très important. Donc, pour éviter quelques erreurs du passé où on a eu des initiatives mornées. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point reste l'action directe. Et donc, pour reprendre des sujets qui marchent moins, comme vous le savez, dans l'industrie, contrairement à d'autres secteurs, comme par exemple comme l'IT, l'industrie, souvent, le savoir-faire n'est pas disponible en général. C'est-à-dire que le capital savoir est beaucoup moins disponible que dans d'autres secteurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a des brevets, parce qu'il y a des technicités, il y a des choses assez pointues. Et donc souvent, les fonds d'amorçage dans la première phase de développement d'une idée industrielle, souvent doivent venir des industriels eux-mêmes. Ils ne viennent pas de quelqu'un qui est outsider. Donc il y a dans le monde, ce qu'on voit, c'est que parfois il y a ce qu'on appelle les fonds. D'ailleurs, l'OCP est un excellent exemple, mais malheureusement, c'est l'exception qui ne confirme pas la règle parce que il est très en avance. L'OCP est très en avance parce qu'il est aux standards internationaux. Donc, ils ont des corporate venture capital, ils ont des partenariats avec des centres de recherche dans l'université. Donc, il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites, mais c'est exactement tout ce qui n'est pas fait ailleurs, finalement, parce que c'est quelque chose qu'on devrait voir à plus grande échelle. On devrait avoir beaucoup plus de partenariats entre les universités, les centres de recherche et les industries. On devrait avoir beaucoup plus de gros industriels qui font du corporate venture capital, c'est-à-dire qui eux-mêmes initient ou financent des initiatives dont ils peuvent profiter, mais pas que, c'est-à-dire qui irriguent leur écosystème. Ce besoin de fonds d'amorçage que vous évoquiez, oui. il doit provenir de qui ? Des industriels eux-mêmes, d'autres industriels ? Moi, je pense que pour l'industrie, il est essentiel qu'une bonne partie vienne des industriels eux-mêmes parce que justement, le capital, le savoir, est souvent chez les industriels. Donc, c'est très compliqué pour le marché financier ou pour des
des investisseurs qui ne sont pas experts de faire le bon assessment d'un projet industriel. Contrairement à d'autres... Alors bien sûr, dans la tech, vous allez trouver quelques rubriques dans la tech qui sont extrêmement pointues, mais souvent, le savoir est disponible, contrairement à l'industrie. Et l'OCP est exemplaire, comme il l'est sur plusieurs sujets, mais dans l'industrie en général, on va très rarement voir les gros industriels qui financent des initiatives privées industrielles plus petites, que ce soit en amont, en aval, etc. On va très rarement voir ça. Et donc souvent, vous avez de l'appétit pour ces financements industriels, mais vous n'avez pas l'expertise qui devrait l'accompagner. Et donc, pour revenir au rôle de la CGEM, au niveau de la CGEM, il y a cette réflexion-là de coordonner avec l'État comment on peut créer ces passerelles écosystèmes dans certains secteurs. Parce que on a la chance à la CGEM d'avoir comme membres les plus gros industriels de la place. Et on essaie de créer avec l'aide de l'État, ces contacts entre les gros et les petits pour pouvoir financer certaines initiatives. Voilà. L'implication de l'autorité publique, sauf Finish, est-ce qu'elle devrait également se manifester par rapport à une approche spécifique par région? Je sais qu'on en a discuté pour préparer ce panel, que vous prenez notamment le modèle chinois où on a une approche régionale qui implique donc des spécificités à la fois au niveau du tissu industriel, mais également au niveau des modes de financement. Alors, effectivement, le modèle chinois, c'est un modèle qui est très intéressant à expliquer. C'est qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on a parlé du marché financier, mais on a parlé beaucoup plus le marché financier dans sa globalité et son apport et son avantage d'apporter des ressources stables, des ressources à long terme pour les entreprises et les industriels marocains. Le problème de ce marché financier, c'est qu'il est beaucoup plus... il sert beaucoup plus les grandes entreprises que les PME ou bien les plus petites entreprises marocaines. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est comment on peut financer ces entreprises marocaines, ces PME, tout en bénéficiant des avantages de ce marché financier. Alors, il y a une solution qui est intéressante, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les fonds de dette. Les fonds de dette permettent aujourd'hui, au lieu de financer directement une PME via un marché obligataire, c'est plutôt de financer un fonds. Et ce fonds les parts de ce fonds seront souscrites par des institutionnels marocains qui sont les compagnies d'assurance, les caisses de retraite, les sociétés de gestion. Et ça permet d'avoir un fonds à caractère diversifié et par conséquent un risque qui est également diversifié. La loi existe au Maroc. La loi existe, mais ce qui est encore plus intéressant aujourd'hui, c'est d'impliquer les régions et surtout les CRI dans l'élaboration de ces fonds de dette. Je dirais, pourquoi pas carrément cofinancer des fonds à caractère régional et participer à l'élaboration même de ces fonds. L'obstacle premier aujourd'hui, c'est l'information et l'accès à l'information. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des industriels marocains ne connaissent même pas que ça veut dire un fonds de dette, ne savent même pas que ça veut dire une dette obligataire. Et donc ça, c'est le rôle un peu du CRI, de mettre en place des cellules marché des capitaux au niveau de leur département respectif et d'accompagner à travers des cycles de formation, des cycles de sensibilisation, nos industriels et en termes et surtout de les coacher et les former par rapport à ces techniques, à ces outils des marchés financiers. Ce qu'on veut dire, c'est qu'aujourd'hui, le marché financier marocain est un marché qui est très bien structuré, qui est très très bien développé. Contrairement à tout ce qu'on pense, c'est que le marché obligataire, c'est le deuxième plus grand marché en Afrique. La bourse de Casablanca est parmi les plus grandes bourses en Afrique. On compte aujourd'hui, un petit chiffre très simple, c'est qu'aujourd'hui les sociétés de gestion gèrent à peu près 740 milliards de dirhams. C'est un montant qui est extraordinaire.
Mais au-delà de ce montant qui est là, il faut dire qu'il y a un certain niveau de professionnalisme qui est très, très intéressant. Et ce niveau de professionnalisme, on a envie de le partager avec le tissu économique marocain. On est prêt aujourd'hui, quand je dis on est, c'est-à-dire toutes les banques d'affaires marocaines, qu'elles soient indépendantes ou filiales de banques, on est tous aujourd'hui prêts à accompagner le CRI qui, à mon avis, ça doit être le centre, ça doit être au niveau de un centre d'intérêt et un centre qui permet de, si j'oserais dire, connecter l'épargne et connecter carrément les industriels par rapport à l'épargne. L'épargne longue existe au Maroc et elle est disponible à travers, elle est très bien gérée à travers les compagnies d'assurance, comme j'ai dit, à travers les caisses de retraite qui sont là aujourd'hui, qui cherchent des supports d'investissement pour investir leur argent. Et je pense qu'aujourd'hui, si le CRI arrive à nous connecter avec ces industriels marocains, je pense que toutes les banques d'affaires marocaines sont prêtes aujourd'hui à les aider et à partager leur savoir-faire. Chez Razak, ces fonds de dette, ça peut être une solution, une alternative pour permettre notamment de libérer tout le potentiel du secteur industriel agroalimentaire? Avec votre micro, ça va être mieux. En fait, le secteur agro-industriel, ou plus précisément le secteur agroalimentaire, malgré tous les défis que j'ai exposés tout à l'heure, il bénéficie quand même d'un contexte porteur. Il y a une mobilisation de capitaux et évidemment, les fonds de dette peuvent participer à cette mobilisation-là. Alors, pour parler un petit peu du potentiel de ce secteur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, si je peux me permettre, je donnerai l'exemple de la région de Souss-Massa. On y est, ça tombe bien, donc vous pouvez y aller. Voilà, donc, hier, j'ai vu dans le film qui a été exposé, le film institutionnel, que la région bénéficie de presque 470 000 hectares cultivés. Donc, on est vraiment proche des bassins de production agricole. Et donc, ça peut présenter un levier majeur pour accélérer cette industrialisation-là. Surtout qu'on est face à deux demandes. Une demande externe qui est en pleine croissance parce que les autres pays demandent des produits traçables et certifiés, mais également une demande interne. Aujourd'hui, on a une évolution des habitudes de consommation avec l'urbanisation et avec le changement des modes de consommation, justement. Et aujourd'hui, on trouve dans nos frigos, presque tous, des produits surgelés, des frites surgelées, chose qui n'était pas habituelle et très appréciée il y a quelques années. Et justement, c'est un autre exemple pour montrer tout le potentiel qu'a ce secteur-là, et particulièrement l'agroalimentaire. Donc oui, il faut mobiliser les fonds, que ce soit des fonds de private equity ou des fonds de dette, pour justement accompagner ce secteur-là de bout en bout, essayer d'intégrer au maximum les chaînes de valeur. Autre approche en termes de chaîne de valeur, cette fois au niveau des startups, Naufel Fassi-Fihri, c'était évoqué à l'instant par Sialiwa sur la capacité aussi de connecter de grandes entreprises ou de grands groupes avec des PME. Là aussi, au niveau des startups, est-ce qu'il y a des modèles qui peuvent permettre de créer des passerelles entre des structures assez conséquentes pour permettre à des startups d'émerger et de se développer, que ce soit d'ailleurs sur le plan du financement ou sur le plan de l'accompagnement plus matériel ou technique? En fait, on ne peut pas aujourd'hui réindustrialiser le Maroc qu'à travers les startups. Mais on ne peut pas non plus le faire sans. Et aujourd'hui, les synergies sont encore très rares entre grands groupes, startups, PME, alors qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est encourager la rencontre entre PME, startups, grands groupes, institutions qui permettront aujourd'hui vraiment d'accélérer l'industrialisation de notre pays. Donc aujourd'hui, on essaye chez CDG Invest, mais à travers tous nos partenaires, d'être le pont entre
ces mondes-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes un investisseur en capital, donc on investit, nous finançons des projets, que ce soit, parce qu'on a d'autres véhicules d'investissement, Génération Entrepreneur, NAMA, qui sont beaucoup plus orientés industrie, mais également les startups innovantes qui répondent aux défis industriels. Donc, on investit en tant qu'investisseur en capital, mais également en tant qu'acteur institutionnel, qui est la CDG, qui finalement nous rassurant les grands groupes quand on est dans le tour de table, donc finalement de pouvoir collaborer et encourager la collaboration avec ces institutions-là et avec les donneurs d'ordre et tous les prestataires, et nous permettons aussi à identifier des startups pour ces entreprises-là industrielles. Donc c'est être dans le tour de table, donc je disais, c'est un gage de confiance, et donc ça permet finalement de créer des synergies. Mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'on pousse davantage la création de la co-création et que la co-innovation entre industriels, start-up et tout un monde aujourd'hui qui n'est pas vraiment connecté. Donc on est encore dans deux mondes à part, et ce n'est qu'avec des panels et des discussions comme la sorte qu'on va encourager encore et pousser ces réflexions-là pour qu'elles prennent place. Effectivement, créer des passerelles, Mohamed Karim Shraibi, on le voit, il y a un enjeu lié à l'innovation, on l'évoquera dans le panel suivant de manière un peu plus détaillée. La dimension digitale, elle est aussi fondamentale. Quelle place est-ce que vous accordez à ces aspects-là dans le cadre de votre démarche d'accompagnement et de financement en tant que banque? Je souhaite d'abord préciser que la banque nous ne sommes plus qu'un simple financeur. Nous sommes également des catalyseurs de transformation. Nous encourageons la transformation des outils de production des entreprises, nous encourageons la mise à niveau digital des entreprises, ce qui va améliorer certainement la productivité, la rentabilité, donc une meilleure situation. Nous accompagnons les entreprises à l'accès aux aides, à l'accès aux aides à l'innovation à travers des subventions publiques qui sont mises en place par Maroc PME, les financements verts, donc tout ça. Donc nous essayons de faire profiter à nos clients à chaque fois, et c'est pour les encourager à se moderniser, à se transformer davantage. Alors ce qu'on fait également, c'est d'organiser, et d'une manière régulière, annuellement, des rencontres, des webinaires avec des intervenants internationaux, nationaux et internationaux importants pour discuter, faire profiter des expériences sur des sujets importants tels que l'efficacité énergétique, tels que l'intelligence artificielle. Et d'une manière périodique, ça pousse nos relations à penser à la modernisation et profiter un peu des expériences. Alors aussi, la banque pousse à la modernisation à travers la digitalisation de la relation avec les clients, entreprises ou particuliers. Nous sommes en cours nous sommes en train de digitaliser. Nous avons digitalisé un certain nombre de services avec les clients, que ce soit des services domestiques, des services à l'international, des produits. Donc la digitalisation aussi de la relation avec les clients les pousse aussi à avoir ce réflexe de moderniser, de se transformer et de se développer par conséquence. Avant d'ouvrir la parole au public et de prendre les quelques questions peut-être qui se posent, un dernier tour de table peut-être sur l'évolution des modèles de financement. Comment est-ce que vous les percevez à l'avenir, et en particulier, encore une fois, parce qu'il y a une vraie spécificité régionale, dans le contexte industriel local qui est celui de Souss-Massage. Je commence avec vous, c'est sur Ferfnish. Oui, effectivement. Aujourd'hui, comme j'ai dit, le marché financier dispose d'une boîte à outils qui est intéressante. Et dans l'avenir, et pour développer et accélérer un peu le développement de l'industrie marocaine, un certain nombre d'outils doivent être démocratisés et utilisés par tout le monde. Comme ça en tête, je pense déjà à tout ce qui est OPCI, c'est-à-dire Organisme de placement collectif immobilier. Ça permet aux industriels de vendre leurs usines, leurs dépôts, tout en continuant à les exploiter.
c'est un moyen qui est intéressant, qui permet de générer de la trésorerie immédiatement, sans perdre le contrôle de son unité et de continuer également, comme j'ai dit, à l'exploiter. L'idée aujourd'hui est très simple, c'est de mobiliser l'argent vers le métier, vers l'exploitation et vers la production. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la plupart des industriels, ils sont un peu amoureux de leur foncier, de leurs usines, et ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des outils financiers qui permettent de liquifier un peu ce foncier qui est liquide et qui n'a aucune valeur ajoutée finalement. Finalement, il n'a aucune valeur ajoutée. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un dépôt, ou une unité, ou une usine, ça vaut zéro, ça vaut rien au niveau de... réellement, ça vaut rien. Alors qu'il vaut beaucoup d'argent. Et l'idée, c'est d'exploiter et je dirais, de vendre ces unités pour concentrer l'argent vers quelque chose de plus productif. Au-delà de cette partie, j'encourage beaucoup plus le rapprochement par rapport au fonds private equity. On a tous vu dernièrement, un peu grâce à la hausse de la bourse et le fait que beaucoup d'épargnants marocains ils ont gagné beaucoup d'argent en 2024 et 2025, et ça continue encore. Mais derrière ça, on a vu un certain nombre d'exploits. Il y a 4-5 ans, je pense que personne ici dans la salle ne connaissait une société qui s'appelle Agdital, qui est présente dans le service de la santé. Je pense que rares sont les gens qui connaissaient TGC il y a 10 ans. Et donc, grâce un peu au fonds private equity, grâce à au soutien qu'ils accompagnent, on arrive aujourd'hui à avoir des champions nationaux et à avoir des gens des sociétés qui sont capables même d'aller chercher de la croissance à l'extérieur du Maroc. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage. On aura compris effectivement votre appel aux industriels à se départir de leurs locaux et de leurs fonciers pour en faire un levier de financement vers leur cœur de métier. Badr Ali, à l'avenir du financement, quel modèle, et en particulier dans le Souss-Massa? Moi, je voudrais peut-être répéter certains points fondamentaux qu'a cité Tawfiq Fennish, qui sont vraiment très importants, qui sont que vous avez d'un côté, vous avez de l'appétit, vous avez une épargne qui est bien structurée. Aujourd'hui, on a des encours de gestion d'actifs, des compagnies d'assurance, des caisses de retraite. D'ailleurs, entre parenthèses, je pense qu'on devrait faire beaucoup plus en termes de collecte d'épargne. Dans un pays qui investit autant comme le Maroc, on ne peut pas continuer sur ce rythme-là si on n'épargne pas autant. C'est juste c'est de la comptabilité nationale de base. Mais bon, ça, c'est un autre point. En tout cas, aujourd'hui, c'est un secteur qui est bien structuré. Et aujourd'hui, donc Tawfiq les connaît très bien, ces investisseurs-là, quand vous leur parlez d'industrie, ils vous écoutent. Il y a de la bande passante. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est le cas. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, vous avez voilà, une volonté publique, une volonté des régions, une volonté stratégique de développer l'industrie. Donc la problématique, c'est comment faire le pont entre de l'épargne qui est là, mais qui ne vient pas, qui ne peut pas se déployer à n'importe quelle condition, qui a ses propres règles, qui a ses propres exigences, rentabilité, transparence, etc. Et d'un autre côté, vous avez cette volonté de développement à différents stades. Aussi bien au stade amorçage, vous avez des besoins sur le haut de bilan sur les fonds propres, vous avez des besoins de dette, vous avez des problèmes de trésorerie, etc. Et donc là, effectivement, entre les deux, il y a un ensemble d'instruments. Donc, tu feras parler de la partie immobilière pour financiariser les actifs immobiliers qui sont non productifs. Vous avez des sujets de haut de bilan pour du capital. Vous avez même du capital risque, c'est-à-dire où le risque est beaucoup plus élevé, mais à condition d'avoir suffisamment d'opportunités d'investissement pour une diversification là-dessus. Il y a un certain nombre de sujets aujourd'hui qui existent dans la réglementation, dans la fiscalité, qui a pris malheureusement un peu de temps, mais qui est là aujourd'hui.
Et il faut faire le lien entre les deux. Donc, il faut être optimiste dans le sens où, comme dans l'exemple de la santé qu'a cité Tchaufer, ou comme d'autres exemples, ce bridge a été fait. C'est-à-dire qu'on a réussi à craquer le modèle entre le besoin et entre l'offre et la demande, finalement. Il faut craquer de la même manière Au niveau industriel. au niveau industriel, absolument. Donc, restons optimistes par rapport à ça. Il le faut, bien évidemment. Sur le secteur de l'agro-industrie, c'est Rachid Zrak. Je pense qu'aujourd'hui, l'offre qui existe sur le marché, que ce soit en termes de financement en capitaux propres ou en dette, elle est diversifiée et elle s'adapte de plus en plus à la réalité de notre économie. Le challenge, c'est de promouvoir une nouvelle manière d'investir. Et les fonds peuvent intégrer une notion de capital patient dans leur approche globale. Être un capital patient, c'est être un partenaire qui va s'inscrire dans la durée, qui va être présent et qui aura une perspective relativement longue. Et même au moment de la sortie, il faut que les fonds aient une procédure de sortie ou d'exit qui soit responsable, c'est-à-dire impliquer leurs partenaires dans toutes les phases pour faciliter et fluidifier le transfert de capitaux et de contrôle, et surtout pour ne pas perturber le plan de développement de ces entreprises-là. Donc, il faut être patient, il faut gérer responsablement les sorties, et au moment de la gestion, il faut être impliqué en apportant tout l'appui extra-financier qui est en termes de stratégie, de gouvernance, etc. Sacré challenge pour les investisseurs. Naoufal Fassi Ferri, dans le secteur de la start-up industrielle. Alors, aujourd'hui, la réindustrialisation intelligente des régions comme Souss Sadra repose sur un principe simple. Il faut décloisonner les écosystèmes entre public et privé, entre innovation et industrie, et nationale et régionale. Aujourd'hui, il faut mettre en place des modèles de financement hybride, le capital risque, la dette, les subventions locales. Ça ne peut être qu'un cocktail beaucoup plus efficace pour faire émerger des projets viables et ancrés dans la région. Il manque encore finalement ces modèles hybrides. En fait, il y a aujourd'hui les subventions, il y a beaucoup de financement disponible, mais c'est des modèles hybrides et bien coordonnés et conçus pour des réalités sur le terrain qui manquent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut par exemple imaginer des offres intégrées. Le son. Ça arrive à chaque panel. À chaque panel, donc c'était le moment là aujourd'hui. Ça arrivera tout à l'heure et c'est arrivé un peu plus tôt dans la matinée. Allez-y. Donc je disais, en fait, aujourd'hui, il faut imaginer une offre intégrée ou un apport en equity par un fonds public ou un fonds privé déclencherait automatiquement une ligne de crédit bancaire adossée à une garantie publique et qui permettrait finalement non seulement que le fonds finance du CAPEX, mais également du BFR dont a besoin essentiellement... Et puis ça limite les risques aussi. Ça limite évidemment, parce que c'est un truc tripartite. Qui est donc plus d'hybridation dans le financement. Mohamed Karim Shraibi, l'institution financière bancaire, quel avenir en termes de financement, en particulier dans le secteur industriel? Alors, je pense qu'on va continuer à faire profiter au maximum, et nous voulons le faire, les opérateurs de tout ce partenariat et cet esprit de partenariat public-privé qui est quand même important. Et c'est dommage que beaucoup ne l'exploitent pas. Nous avons aujourd'hui... la banque, pourquoi je le dis, parce que nous avons une position de leader dans la vulgarisation de ces produits-là et nous voulons davantage, parce qu'on a vu les résultats et ce que ça coûte à l'entreprise et le résultat qui par la suite, qui dans la majorité des cas, on arrive à avoir. Nous avons la charte d'investissement qui est quand même très intéressante. Et aujourd'hui, il y a une charte d'investissement pour la TPE qui est en cours. Et c'est très très intéressant. C'est des primes qui peuvent atteindre jusqu'à 30% aujourd'hui. C'est une prime, c'est vraiment très intéressant. Et l'objectif, comme tout le monde le sait, c'est aujourd'hui accroître l'investissement privé, c'est création d'emplois, c'est soutenir les secteurs stratégiques. Donc c'est quand même important à utiliser.
Nous avons le fonds Mohamed VI qui met en place aujourd'hui des solutions, le Cap Access qui solutionne la problématique des fonds propres sur et nous avons sur le secteur touristique hôtelier, nous avons le Cap Hospitalité. Cap Hospitalité qui est sorti il y a un peu de temps, mais bon, nous n'avons pas encore un engouement comme souhaité, mais c'est un excellent produit aujourd'hui qui encourage les opérateurs à moderniser sur la partie industrie hôtelière. Nous avons Temwilcom, comme ça a été cité par Badr tout à l'heure. Temwilcom, il fait un travail magnifique, extraordinaire. Et nous avons la responsabilité de vulgariser, et nous le faisons, à travers que ce soit le mécanisme de garantie ou de cofinancement. Nous avons plusieurs exemples, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Nous avons sur le cofinancement le Green Invest, nous avons le MDM Invest qui s'adresse aux Marocains du monde qui désirent investir ici. Nous avons Ilaiki Invest, nous avons des mécanismes de garantie très intéressants. Tout ça, c'est dans le but de... Et c'est des mesures que nous allons continuer à vulgariser et à faire profiter. Et puis, nous offrons, au niveau de Tijari Wafa Bank, les services non financiers aujourd'hui qui vont à des experts distants ou sur place pour accompagner le montage dans le cadre de l'investissement productif. Et l'industrie, c'est le meilleur exemple. Donc, je pense que c'est un point important sur lequel on va continuer à se battre pour faire profiter au maximum les opérateurs. Voilà qui est dit. Merci beaucoup pour ces premières réactions sur ce panel. On va poursuivre donc dans cette dynamique-là. Question dans la salle. Est-ce qu'il y a besoin de précision par rapport à ce qui a été dit? Alors, vous savez, dans ce contexte-là, c'est toujours la même chose. Hein. La première question est toujours la plus compliquée. Donc, on va passer directement à la deuxième question dans l'assistance. Même si ce qui a été développé et dit est assez détaillé. Pas besoin de précision complémentaire. Une fois, deux fois, trois fois. Bien, messieurs, vous avez été parfaits dans vos explications. Il me reste à vous remercier infiniment. C'est Sofer Fenich, directeur général de Valoris, Badr Aliwa, CEO de Sterling Capital et directeur de la commission de financement et d'investissement à la CGM. C'est Rachid Zraf, directeur d'investissement Data Investment Fund. C'est Naoufel Fiheri, directeur délégué en charge de 212 founders à CDG Invest, et c'est Mohamed Karim Shraibi, directeur exécutif responsable de la région Souss-Massa chez Tijari Wafa Bank. On les applaudit très fort, mesdames et messieurs. Merci infiniment, messieurs, pour votre partage d'expertise et vos propositions. Je vous invite à vous rapprocher du devant de la scène pour une photo qui va immortaliser ce moment-là et votre participation à cet avant-dernier panel du Forum international de l'industrie et des services de la région Souss-Massa. Voilà, messieurs, on vous remercie infiniment. Merci à vous, merci infiniment. Merci, Sifendish. Merci beaucoup. On va poursuivre immédiatement. Quand je dis immédiatement, en fait, c'est dans quelques petits instants où on va évoquer de manière plus ample l'univers des startups, notamment, et la dimension innovation. On se laisse un petit 10 minutes de pause et on se retrouve ici dans cette salle. Vous allez voir, il y a des choses très très importantes et très intéressantes qui vont vous être partagées. À tout de suite, merci beaucoup.